Échanges réguliers avec les opérateurs économiques, les associations de femmes, de jeunes, visites de terrain aux élèves dans leur salle de classe, visites de suivi de travaux de construction, d'infrastructures, partage d'informations et discussions de cadrage économique avec les partenaires au développement et aussi rencontres avec les populations à l'intérieur du pays, comme récemment à Galébré, au Ragayo, du côté des Gagnoa, à Néméné et d'Abakala dans le Hambol, tout comme auparavant à Divo, Bouna, à Beauville, Daloa, Adzopé, Bundiali, etc. L'objectif étant pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de voir et vivre les réalités, de ne pas se contenter de notes de conseillers, et surtout d'aller écouter les uns et les autres, sans intermédiaire, pour mieux cadrer l'action gouvernementale, notamment dans ses déclinaisons sociales. Mesdames et messieurs les membres de la presse, c'est à ce même exercice qu'obéissent les échanges de Monsieur le Premier ministre avec la presse. Occasion donc pour lui, ce matin, de présenter, expliquer et clarifier certains points de l'action gouvernementale. Sans autre forme de transition, Excellence, Monsieur le Premier ministre, j'ai l'honneur de vous inviter pour vos propos liminaires. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, je vais parler de Monsieur le ministre d'État, le ministre de la Défense, de Mesdames et Messieurs les ministres, de Mesdames et Messieurs les secrétaires d'État, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet présidentiel, Monsieur le représentant résident du PNUD, coordonnateur du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les journalistes de la presse nationale et internationale, Mesdames et Messieurs les membres des organisations professionnelles et de la société civile, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve tous à l'occasion de cette conférence de presse. Dans le même esprit que celle du 14 février dernier, ce moment important vise surtout à informer les populations ivoiriennes sur l'action gouvernementale. Dans son message à la nation du 6 août dernier, le président de la République a donné des instructions fermes en vue de renforcer l'action sociale du gouvernement sur la période 2018-2020. L'objectif étant que les populations ivoiriennes, notamment les plus vulnérables, puissent voir leurs conditions de vie améliorées. Et je voudrais vous dire qu'il s'agit pour nous d'une priorité absolue. Notre ambition va être d'amplifier et d'accélérer le rythme des réformes et des progrès réalisés depuis 2012 en vue de réduire le taux de pauvreté, qui a connu un repli entre 2011 et 2015, passant de 48,9% en 2011 à 46,3% en 2015. Je préciserai là que nous avons une enquête qui est actuellement en cours au niveau de l'UEMOA, qui permettra d'avoir des indicateurs comparables pour tous les pays. Et ma conviction est qu'à l'issue de cette enquête, cette année, je suis convaincu que nous aurons donc un taux qui se rapprochera donc de 40% ou un peu plus bas, ce qui nous indiquerait que nous aurons gagné quasiment donc 10 points sur la période. Il en est de même pour les inégalités qui ont connu une baisse sensible en passant de 42% en 2008 à 40% en 2015. Cela a été possible grâce à l'orientation volontariste de nos priorités budgétaires vers les dépenses pro-pauvres, dont le montant a quasiment doublé entre 2012 et 2017, en passant de 1 080 milliards de francs CFA en 2012 à 2 070 milliards de francs CFA en 2017. Ces dépenses en direction de la population les plus vulnérables ont permis de réaliser de nombreux progrès et projets dans les principaux secteurs sociaux que sont notamment la santé, l'éducation, la formation, l'eau potable, le logement, l'assainissement et la protection sociale. S'agissant de ce dernier point, un accent particulier a été mis pour soulager 35 000 familles
parmi les plus défavorisés de notre pays et renforcer leurs moyens d'existence à travers la mise à disposition de 36 000 francs CFA par trimestre et par famille, soit 144 000 francs CFA par an et par famille. Malgré ces réalisations, des efforts additionnels restent à faire et nous en sommes conscients. C'est pourquoi, conformément aux orientations du président de la République, des travaux sont en cours actuellement dans chaque département ministériel afin d'identifier les projets et les réformes prioritaires qui constitueront le programme social du gouvernement sur la période 2018-2020. Il sera soumis au chef de l'État à la fin du mois de septembre 2018. Ce programme permettra d'accélérer la réalisation des projets à fort impact social à court, moyen et long terme et dans les secteurs sociaux prioritaires. Notre action va cibler, d'une part, l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes, avec un meilleur accès aux services sociaux de base, et d'autre part, la réduction des charges des ménages. Nous examinerons également les possibilités de doubler, voire même de tripler, le nombre de familles bénéficiaires du programme des filets sociaux pour passer à environ 100 000 à travers le pays. En outre, pour maintenir et accélérer la dynamique de transformation structurelle de notre économie, le gouvernement poursuivra également la mise en œuvre des grands projets structurants dans les autres secteurs prioritaires. Il s'agirait également de donner une priorité à l'emploi en multipliant les actions ciblées afin de proposer à nos populations, en particulier à notre jeunesse, des emplois diversifiés et des emplois stables. J'ai confiance qu'ensemble, en travaillant sans relâche, nous allons relever le défi de l'emploi, particulièrement de l'emploi des jeunes. Nos politiques économiques et sociales seront exécutées tout en préservant les équilibres macroéconomiques, avec notamment un taux de croissance annuel moyen attendu sur la période 2018-2020 de 8%, un déficit budgétaire et une dette sous contrôle, en ligne avec nos ambitions et nos engagements avec le Fonds monétaire international. J'ai la conviction que nous y arriverons. Pour cela, nous avons des défis à relever, et je voudrais en citer quelques-uns. Il s'agit notamment de la promotion de la bonne gouvernance et la poursuite de l'amélioration du climat des affaires et de l'efficacité de l'administration publique, à travers notamment la poursuite du processus de dématérialisation des procédures administratives. La mobilisation des ressources intérieures par un meilleur recouvrement de l'impôt et une invitation au civisme fiscal. Mais surtout, la préservation d'un climat social apaisé. Oui, un climat social apaisé. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, comme vous le savez tous, l'actualité nationale a également connu des évolutions importantes au niveau politique. À cet effet, nous saluons fortement l'engagement personnel fort du président de la République en faveur de la paix, traduite par l'amnistie accordée à plusieurs prisonniers de la crise post-électorale. Ce geste de haute responsabilité est empreint d'humanité et de fraternité. Il vise sans conteste à accélérer le processus de réconciliation nationale, à consolider la paix et à construire une nation ivoirienne unie et forte. Il en est de même pour le projet de révision de la composition de la commission électorale indépendante. Je voudrais clarifier ici et rappeler à tous l'engagement pris par le président de la République dans son message du 6 août 2018, qui est de réformer la composition de la CEI pour les élections présidentielles de 2020. Ainsi, après le prochain scrutin municipal et régional, qui se tiendra le 13 octobre 2018, comme décidé lors du Conseil des ministres du 18 juillet 2018, donc bien avant le message à la nation du chef de l'État, le gouvernement engagera des consultations avec la classe politique sur cette question. Ces décisions ont été très favorablement accueillies par la communauté nationale
et internationale. Dans ce contexte, nous devons travailler ensemble, quelles que soient nos convictions politiques, à maintenir et à améliorer nos acquis, tant au niveau économique, politique que social. Notre but commun devra être de relever à nouveau ensemble le défi de l'émergence, c'est-à-dire de créer le bien-être social et humain de nos compatriotes en accélérant nos performances économiques. Il est donc, vous le comprendrez, incompréhensible et inacceptable que certains veuillent troubler la quiétude des Ivoiriens. Et je dois dire que nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, je voudrais à ce stade de mon propos confirmer et souligner que la création du RHDP répond bien au besoin de consolider la paix, la stabilité et la cohésion nationale. Nous sommes tous des fils et filles du président Félix Houphouët-Boigny. Je veux en appeler à la sagesse de ceux qui sont encore anti-RHDP et les inviter à ne privilégier que l'intérêt supérieur de la nation, le bien-être et l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Il s'agit là de valeurs fortes prônées par feu le président Félix Houphouët-Boigny. Notre union est une nécessité. Et à ce titre, et comme l'a indiqué le chef de l'État le 16 juillet 2018 à l'Hôtel Ivoire, la place du PDCI-RDA est bel et bien dans le RHDP. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, au terme de mon propos liminaire, je voudrais inviter l'ensemble des populations ivoiriennes à s'approprier véritablement le message de paix, de cohésion sociale et de réconciliation nationale prôné par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Notre devoir est de bâtir ensemble une nation forte, dotée de fondamentaux solides, tant sur le plan politique, économique que social. Une nation dont nous pouvons être fiers, comme nous l'avons été lors du défilé militaire marquant le 58e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Je voudrais, à la suite du président de la République, adresser mes vives félicitations au ministre d'État, ministre de la Défense, au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, au grand commandement des forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à toutes les forces pour ce moment de cohésion entre la nation et son armée. Je voudrais, pour terminer, vous rassurer sur l'engagement du gouvernement de poursuivre sans relâche et sous l'autorité du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, les réformes nécessaires pour consolider nos acquis économiques et accélérer la réalisation des projets à fort impact sur le bien-être et le plein épanouissement de nos populations. C'est sur ces mots que je voudrais clore mon propos et ouvrir nos échanges que je souhaite ouverts et fructueux. Je vous remercie de votre aimable attention. À propos du RHDP, ne valait-il pas mieux une coalition qui marche bien plutôt qu'un parti unifié plutôt bancal? Deuxième question, il y a moins de 600 maintenant gendarmes et policiers qui demandent leurs primes puisqu'ils avaient été intégrés pendant les accords de Ouaga à des missions pour la sortie de crise. Ils réclament leurs primes, ils estiment qu'ils n'ont pas d'interlocuteur. Où en sont ces négociations? Monsieur le Premier, dites-nous, quel est le bilan, la CEMU, la deuxième question, qu'en est-il du dédommagement des déguerpis de 4 impôts? Nous sommes d'accord que la déclaration du patrimoine est gage de bonne gouvernance. Quel est le point au niveau des membres du gouvernement? Deuxième question, quels sont les grands projets de gouvernement d'ici 2020 dans un contexte où la dette, selon certains de nos compatriotes, est vue comme une menace pour notre pays? Et dernière question, c'est sur l'emploi jeune. Le gouvernement a fait la promotion de l'entrepreneuriat comme une parade au problème de l'emploi jeune. Alors, quel est le point au niveau de l'agence emploi jeune concernant les projets qui ont été financés? Et puis, est-ce que le gouvernement a un projet semblable
à celui d'un village de pêcheurs chinois qui a été transformé en Silicon Valley, c'est-à-dire un village de start-up? Alors, la première question est relative donc, au RHDP. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux avoir une coalition au lieu d'un parti unifié? Il est bon de faire juste un petit historique. En 2005, comme vous le savez, une plateforme entre les partis membres du RHDP a été signée et nous avions là un accord électoral qui indiquait que pendant les élections, les partis membres du RHDP soutiendraient le parti qui arriverait donc en tête au premier tour de consultation de la présidentielle que l'on avait donc espéré donc le plus rapidement. En fin de compte, en 2010, nous avons eu les élections présidentielles et les accords de cette plateforme donc, ont marché. Au deuxième tour des élections, tous les partis membres du RHDP ont soutenu le candidat qui était arrivé en tête. En 2015, nous avons franchi un pas supplémentaire. Nous avons formalisé un groupement politique, je dirais conforme aux dispositions donc, légales sur les partis et groupements politiques. Et des statuts du groupement politique ont été déposés au ministère de l'Intérieur. Et ce groupement politique, avec les statuts déposés, avait comme objet 3 missions, de manière explicite. Et tous les partis membres du RHDP donc, ont signé les statuts de ce groupement politique. On avait comme objectif 1 de promouvoir donc, les idéaux du président Félix Houphouët-Boigny, 2 d'aller à toutes les élections à RHDP et 3 de créer le parti unifié. C'est donc la volonté commune de tous les partis membres du RHDP matérialisés en 2015 dans des statuts signés, déposés au ministère de l'Intérieur qui indiquaient que nous voulions réaliser 3 choses ensemble: promouvoir les idéaux du président Houphouët, aller à toutes les élections à RHDP et créer le parti donc, unifié. Donc c'est notre décision commune. Ça a été fait donc, en 2015. La première matérialisation a été que nous avons eu un candidat unique à l'élection présidentielle de 2015. Les étapes donc, qui suivent étaient donc celles de la création du parti unifié. Au sortir du Golfe d'abord, il y avait même déjà quelques réflexions. Mais en 2016, le directoire du RHDP a été instruit par le président de la conférence des présidents du RHDP à l'effet de travailler sur les statuts et le règlement intérieur du parti unifié. Et ce document a été remis au président de la conférence des présidents donc du RHDP. À cette époque, c'était d'ailleurs le ministre Amadou Soumaoro qui était président du directoire. Il était avec le secrétaire exécutif du PDCI, M. Guikawe, etc. Ce document a été remis. Et je me souviens encore, vous vous souviendrez certainement, que le débat en 2016 était de savoir comment ce parti allait s'appeler. À l'issue d'une audience tenue à Daoukro, au sortir de l'audience, il a été clairement indiqué à la face donc, de la nation que le parti unifié s'appellerait donc RHDP. Donc c'est dans la continuité, je dirais, de cette action qu'un comité de haut niveau a été mis en place et vous connaissez donc la suite. Donc la création du parti unifié est la volonté commune de tous les partis qui se sont engagés ensemble et qui ont franchi ensemble donc une série d'étapes. Et je considère que nous devons continuer et aller au bout. Alors, qu'on ait des écueils en cours de route, ça peut se comprendre, mais ça ne doit pas nous détourner les uns et les autres de l'objectif que nous nous sommes fixés depuis le début. L'avantage donc que j'y vois, c'est la réaffirmation, je dirais, de la volonté commune de vraiment être ensemble, de gouverner ensemble et d'établir un socle, une base, qui pour moi est une base qui sera donc essentielle pour la stabilité donc, de notre pays à moyen et long terme. Donc je crois que c'est une très bonne chose donc, d'aller à ce rassemblement de tous, où chacun doit pouvoir y trouver sa place, et nous devons pouvoir trouver des mécanismes donc, internes de fonctionnement à la satisfaction de tous. Alors les 600 gendarmes et policiers, oui, il y a eu les accords de Ouagadougou, à l'issue donc, desquels 300 policiers et 300 donc, gendarmes
qui avaient été arrêtés dans le cadre également des accords de Pretoria, ont été intégrés dans ces deux corps, des policiers et gendarmes provenant donc des forces nouvelles, qui ont été dans des conditions particulières et dans ces corps. Lorsque la revendication des 8400 s'est posée, il y a eu donc des discussions qui ont été donc menées. Nous avons examiné les conditions des différentes catégories donc des personnels qui revendiquaient, et il apparaissait clairement que pour ces gendarmes et policiers, compte tenu des conditions de leur intégration, ils n'étaient pas éligibles donc, à la prime donc, qui a été payée donc, aux autres. Alors, on ne peut pas avoir plusieurs avantages donc, en même temps. Donc, c'est cela le fond, mais je sais que les discussions donc, continuent avec le ministre de la Défense concernant donc, les gendarmes et le ministère de l'Intérieur concernant donc, les policiers. Mais le fond, c'est que ce sont des conditions différentes d'intégration au niveau des différents corps, à des dates différentes, avec des modalités différentes. Et les 300 policiers et 300 gendarmes ont bénéficié de ce à quoi ils avaient droit lié à leurs conditions d'intégration, et les autres ont eu donc, les primes que vous connaissez et dans les conditions également que vous connaissez. Alors, le bilan de la couverture maladie universelle. Bon, je dois dire d'abord qu'on a un retard. Il faut quand même donc le dire, il faut le reconnaître. C'est un projet important et je pense que dans le programme social que le président nous demande de mettre en place et qui lui sera remis à la fin du mois de septembre, comme je l'indiquais, pour la période 2018-2020, la couverture maladie universelle sera un élément important. Alors, ce qui a été fait aujourd'hui, c'est un projet pilote qui a porté sur le monde étudiant, et 150 000 donc, étudiants ont été recensés. Et l'État a pris sur lui de payer la cotisation de ces 150 000 étudiants à hauteur de 1 000 francs CFA donc, par étudiant et par mois. Et sur cette base, nous avons réhabilité 9 centres médicaux dans les différentes universités et ces étudiants bénéficient aujourd'hui des prestations donc de la couverture maladie universelle, donc que ce soit des prestations en termes de consultation, des prestations en termes de médicaments, etc., sur la base de ces cotisations qui, encore une fois, ont été donc, prises en charge dans le projet pilote par l'État. Nous sommes maintenant dans la réflexion de la généralisation de cette couverture maladie universelle donc, aux autres Ivoiriens. Mais nous devons aller par catégorie. Nous avons ceux qui sont dans le secteur formel, dont les prélèvements ne sont pas difficiles à effectuer puisqu'ils sont salariés. Il s'agira simplement de pouvoir transférer donc, 1 000 francs donc, de leur salaire à la caisse donc, maladie. Nous avons le monde agricole, donc, où nous avons une réflexion par rapport aux différentes filières. Il y a des filières organisées, et je pense qu'avec les filières organisées, nous pouvons donc, monter un dispositif de contribution donc, qui sera donc facile. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec le recensement qui est en cours, nous avons noté quand même qu'il y a environ 450 000 personnes du secteur informel qui sont allées de manière volontaire se faire recenser au niveau donc, de la couverture maladie universelle. Donc toutes ces réflexions, toutes ces données que nous avons aujourd'hui nous permettent d'imaginer une généralisation graduelle à partir de l'année prochaine. Et lorsque nous allons vous présenter donc, ce programme social du gouvernement, vous verrez que la CMU donc, occupera une place donc, importante. Alors, patientez encore quelques semaines pour avoir donc, tous les détails, puisque des questions doivent encore être tranchées. Le 4e point, on est tous d'accord que c'est un point important. Je crois que tous les Abidjanais, pas seulement les habitants de Yopougon, mais tous les Abidjanais et tous ceux qui vont à l'intérieur du pays, donc qui prennent l'autoroute du Nord, doivent tous se réjouir, je suis sûr, donc, de ce pont. Naturellement, nous avons, pour la réalisation du pont, donc, le besoin de déguerpir une partie donc, de la population. Ce n'est pas forcément de gaieté de cœur. Mais donc, ces personnes seront indemnisées. Et un budget est prévu pour leur indemnisation, donc, qui est d'environ 30 milliards donc, de francs donc, CFA. Pour les personnes qui sont locataires, il leur sera donc, versé 4 mois donc, de loyer pour leur permettre de pouvoir se reloger. Et pour les personnes qui sont propriétaires et qui ne résident pas, donc, une évaluation donc, sera faite de leur bâti
donc, y compris donc, des terrains, et cela donc, payé également. Donc ces évaluations sont en cours, un recensement a été fait, des listes ont été affichées, les populations sont actuellement en train de vérifier qu'elles sont bien donc, sur ces listes. S'il y a ceux qui sont absents, ils auront fait des réclamations, et sur la base de la liste consolidée, les paiements donc, seront effectués. Les ressources existent, elles sont donc au budget, donc je considère que le processus est en cours. Alors, il y a eu juste quelques problèmes ces temps-ci parce que le projet va toucher Yopougon, Atekoubé et Adjamé. Bon, pour les populations d'Adjamé, bon, je crois qu'une rumeur donc, a couru en faisant croire qu'on allait raser Adjamé village. Mais en réalité, ce n'est que 68 habitations à Adjamé village qui vont être touchées. Et des discussions sont en cours actuellement avec les populations donc, concernées pour trouver donc, les solutions. Donc, c'est quelque chose qui, je crois, est en train de trouver une solution. Il y a eu ce petit problème la semaine dernière, mais les choses sont rentrées donc, dans l'ordre. Donc, retenez que les personnes seront indemnisées et qu'elles ne quitteront qu'après avoir perçu leur indemnisation. Alors, les grands projets du gouvernement, oui, il y en a beaucoup. Bon, vous savez, je citerai juste quelques-uns, je ne vais pas être trop exhaustif. Dans la santé, vous avez la réhabilitation du CHU de Yopougon, vous avez la réhabilitation du CHU de Trècheville, vous avez globalement dans la santé un programme de 577 milliards de francs CFA qui est en cours de mise en œuvre. Des études sont en train d'être effectuées par les différents donc, groupements qui ont été donc, attributaires. Dans l'éducation, vous avez l'université de San Pedro qui a été approuvée récemment en Conseil des ministres. Les travaux sont prévus pour démarrer en octobre et un achèvement pour la rentrée de 2020. Dans les infrastructures, vous avez l'autoroute Thiébissou-Boaké. Vous aurez une partie de l'autoroute Abidjan-San Pedro, les travaux qui vont commencer, etc. Donc, on peut vous citer de grands projets. Alors, j'ai compris que dans votre question, il y avait aussi un souci lié à l'endettement. Vous l'avez lié. Nous en sommes totalement conscients. Donc, je vais juste rappeler quelques chiffres. Le taux d'endettement de notre pays est projeté aujourd'hui à 42,7%, donc à la fin de cette année. La norme communautaire au niveau de l'UEMOA, on le répète depuis, est de 70%, ce qui a priori pourrait laisser penser que nous avons donc une marge. Mais ce n'est pas les seuls critères d'évaluation de la dette. L'un des critères les plus contraignants est le service de la dette ramené donc, aux recettes budgétaires, puisque c'est là que l'on voit directement notre capacité donc, à repayer. Sur ces critères également, donc, nous sommes bons. Et lorsque nous prévoyons des investissements, nous avons ce qu'on appelle un plan d'emprunt annuel qui dit quel est le plafond d'endettement par année au niveau donc, de l'État et qui tient compte de la soutenabilité donc, de la dette. Et donc, à chaque fois qu'un projet est approuvé, qu'en Conseil des ministres, l'accord de prêt est ratifié, nous disons en même temps au Conseil des ministres, voici le niveau d'endettement qu'il nous reste donc, pour l'année. Donc, nous travaillons à chaque fois à respecter donc, ce niveau d'endettement, parce que nous sommes tous soucieux de laisser aux générations futures un pays pas surendetté. Mais, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, s'endetter pour réaliser des projets qui vont créer de la richesse pour le pays, une richesse qui va permettre d'enrichir donc, les Ivoiriens, ça, c'est une bonne chose. C'est mal s'endetter qui peut être un problème. Mais ça, c'est comme tout le monde. Vous savez, quand un ménage va à la banque pour essayer d'emprunter de l'argent, les banquiers, ils regardent votre situation, ils regardent l'ensemble de vos charges, il y a cette histoire de quotité cessible, et puis on dit, bon, écoutez, vous pouvez endetter, on va voir si vous pouvez payer votre dette, et on s'arrange pour que vous ne payez pas plus du tiers de votre salaire, pour vous permettre d'avoir les 2 tiers pour faire face donc, à d'autres choses. Donc, c'est les mêmes raisonnements qui sont faits pour les États avec donc, les bailleurs de fonds et notamment dans nos relations donc, avec le Fonds monétaire international. Donc, je l'ai indiqué, donc, tous ces éléments donc, pour nous sont sous contrôle et nous mettons un point d'honneur donc, à les avoir sous contrôle.
Nous avons d'ailleurs une mission du Fonds monétaire qui va démarrer donc, à partir du 19 et ça sont des éléments dont nous aurons donc à discuter au cours de la mission. Alors, la question de l'emploi jeune, c'est évident que c'est une vraie question. Et je dirais même que c'est l'un des principaux défis pour nos pays. Juste pour rappel, on sait que 77% de la population donc, de notre pays a moins de 35 ans. Bon, donc, fondamentalement, on sait aussi que chaque année, c'est environ 400 000 jeunes qui arrivent donc, sur le marché de l'emploi. Donc, on a une vraie question. Et qu'on ne crée pas peut-être suffisamment d'emplois dans le secteur formel, donc des emplois stables et bien rémunérés. Alors, même si sur la période écoulée, toute notre activité économique a pu générer plus de 2 millions d'emplois, nous devons reconnaître que les emplois dans le secteur formel représentent environ 617 000 emplois. Et que bon, ce n'est pas suffisant. Donc c'est pour cela que, je l'indiquais tout à l'heure, nous allons travailler à avoir des actions ciblées pour que nous ayons plus d'emplois à offrir. Alors, les réflexions vont tourner autour de quoi? Un, nous sommes convaincus qu'il faut industrialiser donc, notre pays, transformer nos matières premières, aller le plus loin dans la transformation, avoir même au niveau d'un certain nombre de produits de consommation qui sont importés, voir si on ne peut pas les fabriquer sur place. Là, je fais un clin d'œil au secteur privé qui est en face de moi. Donc ça, il faut industrialiser, il faut produire ce que les Ivoiriens consomment, et plus on le fera, donc ça créera des emplois. Je pense que les transformations de l'anacarde, du cacao, etc., de l'EVA, aller à des stades encore plus loin, donc vont générer donc, des emplois. Vous avez évoqué des emplois du futur liés à l'économie numérique. Oui, moi je crois aussi que c'est important donc, de réfléchir à cela, et je suis persuadé que nous avons là, surtout pour les jeunes, donc un vrai gisement. Un vrai gisement, je dirais, en termes donc, quantitatifs, mais un vrai gisement en termes qualitatifs. Là-dessus, ils sont très intéressés, c'est quelque chose qui les intéresse, et nous devons donc travailler là-dessus. En termes de start-up, nous avons déjà quelque chose qui se passe au Victime, mais nous avons donc des projets, comme vous avez dit, donc sur la Côte d'Ivoire, et nous le ferons connaître bientôt, mais ça fait partie clairement donc, des objectifs donc, du gouvernement de pouvoir avoir de grands incubateurs ici donc, en Côte d'Ivoire. Il y a eu des visites qui ont été faites au niveau de certains incubateurs dans le monde, à Paris donc, notamment. Moi, je veux vraiment vous dire que la question de l'emploi, c'est une question qui est essentielle. Nous allons donc, y consacrer tous nos efforts. Nous allons veiller à ce que notre croissance et les investissements qui vont tirer la croissance au niveau du privé soient des investissements qui génèrent donc, le maximum d'emplois. Nous allons travailler à l'environnement donc, des affaires qui sera de plus en plus amélioré et rendre le pays de plus en plus attractif pour que l'investissement permette de créer des emplois. Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire en tant qu'employeur qui est susceptible donc, de prendre en charge les 400 000 jeunes gens donc, qui sortent. Donc, en plus de cela, nous aurons naturellement tout ce qui est lié à la formation professionnelle pour avoir donc, des jeunes gens qualifiés donc, pouvant donc, être pris dans les entreprises donc, qui vont offrir des emplois sur le marché du travail. Sur la question de la déclaration de patrimoine, quand on est nommé ministre, on a, selon la loi, 3 mois pour déclarer donc, son patrimoine. Et puis quand il est mis fin aux fonctions, on a 3 mois pour déclarer le patrimoine. L'idée est qu'on mesure après l'évolution du patrimoine pendant qu'on est en fonction. Et puis bon, si l'évolution est un peu anormale, il y a problème. Si elle est normale, il n'y a pas de problème. Bon, ça c'est le principe. Alors ceci étant, tous les membres du gouvernement sortant ont déclaré leur patrimoine à la haute autorité pour la bonne gouvernance. Et les nouveaux ministres ont 3 mois pour déclarer donc, leur patrimoine. À l'issue de ces 3 mois, donc, nous vérifierons et je suis persuadé qu'ils auront déclaré leur patrimoine. Je n'ai pas de doute là-dessus. Et je peux vous dire que pour le gouvernement précédent, tous les membres avaient déclaré donc, leur patrimoine. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bien, le 6 août, le chef de l'État a annoncé une mesure d'amnistie concernant certains détenus, notamment Mme Simon Gbagbo. En même temps, elle est réclamée par la CPI. Que va faire l'État ivoirien concernant le cas de Mme Gbagbo? Ensuite, est-ce que dans l'agenda, il est prévu une rencontre entre un membre du gouvernement et Mme Gbagbo?
La dernière question, c'est l'amnistie accordée aux civils. Pourquoi pas aux militaires? Et récemment, le Conseil des ministres a attribué un marché d'infrastructure sur le territoire ivoirien à l'entreprise EBOMAF. Alors, je voudrais savoir quels sont les critères d'attribution de ce marché à cette entreprise, ainsi que l'entreprise qui va construire l'université de San Pedro. Et concernant la privatisation de la SAPH, depuis 23 ans, les planteurs n'ont pas encore reçu leurs dividendes. Et récemment, il y a eu un mémorandum d'entente. Je voudrais savoir à quand la fin de la souffrance des planteurs. Le mercredi 8 août, lors de leur rencontre, le président Ouattara et le président Bédié, le PDCI a produit un communiqué. Et à la fin de ce communiqué, il a dit, au thème de leurs échanges du mercredi 8 août, son Excellence Alassane Ouattara, président d'honneur du RDR, président de la République de Côte d'Ivoire, a marqué son accord pour une réforme de la CEI avant la tenue des prochaines élections municipales et régionales, prévues le 13 octobre 2018. Est-ce que M. Bédié, qui a mal compris la pensée du président Ouattara, ou bien c'est le président Ouattara qui n'a pas bien expliqué sa pensée du président Bédié? Question de l'insécurité. Avec le phénomène des enfants en conflit avec la loi, qu'on appelle souvent les microbes. Ils font mal en Côte d'Ivoire, partout à Abidjan, mais apparemment le gouvernement est puissant. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça, M. le Premier ministre? Et sur ma dernière question, M. le Premier ministre, lors de la composition du nouveau gouvernement actuel, vous n'avez pas daigné consulter le président Bédié, alors que c'est le président du PDCI RDA. Pourquoi avez-vous consulté le vice-président Duncan pour cela? Le président de la République a pris une ordonnance d'amnistie pour environ 800 personnes, dont plus de 500 étaient déjà en liberté provisoire et les autres ont été libérés. Et je peux vous dire qu'il reste aujourd'hui plus que 50 personnes au niveau militaire et groupes armés qui sont encore en prison. Donc ça, c'est ce que la Côte d'Ivoire peut faire. Et le président de la République a pris cette décision, l'amnistie effaçant donc tout. Alors maintenant, il y a des procédures qui sont pendantes au niveau de la justice internationale. Tout ce que je peux rappeler à ce stade, c'est ce que le chef de l'État a déjà dit il y a déjà plusieurs années, qui était que tout en coopérant avec la CPI, il a dit il y a plusieurs années qu'il n'amènerait plus d'Ivoiriens à la CPI. Est-ce qu'il y a un rendez-vous au niveau du gouvernement et de Mme Gbagbo? Moi, je me dis qu'après le geste du président, si Mme Gbagbo ou des envoyés de Mme Gbagbo demandent à recevoir ou demandent à rencontrer le gouvernement pour exprimer une gratitude, ce sera avec beaucoup de bonheur que les membres désignés du gouvernement le feront, je le pense. Alors, on a libéré des civils et les militaires. Bon, vous savez aussi qu'un gouvernement, un État, ceux qui le dirigent ont plusieurs responsabilités. Et parmi les responsabilités, c'est assurer la sécurité de tous. Vous savez que nous sommes 25 millions donc en Côte d'Ivoire. Il faut assurer la sécurité de tous. La deuxième chose, dans cette affaire, le président a pris une décision importante qui a eu le soutien, je dois le dire, donc, de toute son équipe. Donc, mais nous devons avoir en même temps une petite pensée pour les victimes. Alors, en prenant en compte la pensée que nous pouvons avoir pour les victimes et en prenant en compte la nécessité de préserver la sécurité de tous les Ivoiriens, nous avons pris la décision, le chef de l'État et tout l'exécutif, que les militaires et les groupes armés, pour un certain nombre en tout cas, nous avons considéré que le temps n'était pas donc, opportun donc, de les libérer maintenant. Alors, je pense que vous pouvez apprécier quand même qu'une cinquantaine de personnes, rapportées à 800 personnes qui bénéficient donc d'une amnistie,
Vous pouvez donc, je pense, admettre avec nous que le geste qui a été posé est un geste fort. Mais ceci étant, la sécurité donc, des Ivoiriens est une chose à laquelle nous devons également donc, veiller. Vous imaginez ceux qui ont tué les femmes d'Abobo, nous devons quand même avoir un peu ceux qui ont commis l'acte. Alors j'entends quelquefois, on dit, il y a des politiques qui disent que c'est eux qui ont donné l'ordre et que à partir de ce moment, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que si on les libère, on les garde les militaires. Je ne ferai pas de commentaires parce qu'ils ont des choix à faire là, mais je ne ferai pas de commentaires. Les contrats EBOMAF et pour l'université de San Pedro, je pense que la question que vous posez, c'est que ce sont des entreprises qui sont des sociétés non nationales et vous vous posez des questions sur pourquoi des contrats à des entreprises non nationales. Je ferai déjà remarquer que nous avons des nationaux qui travaillent dans les autres pays. Mais nous sommes conscients aussi que la réciprocité n'est pas comme nous la souhaitons. Alors, est-ce que parce que la réciprocité n'est pas comme nous souhaitons, nous devons nous priver d'opportunités que nous pouvons avoir de réaliser des projets pour les Ivoiriens avec des gens qui ne sont pas Ivoiriens mais qui ont la capacité financière et technique de nous aider à les réaliser? Ou est-ce que nous devons nous battre pour dire que nous devons exiger dans les enceintes que sont la CEDEAO, lui et moi, la réciprocité vis-à-vis donc, des autres États? Vous connaissez notre politique en matière d'intégration. Nous avons l'intime conviction qu'un pays avec un marché de 25 millions d'habitants qui aspire à l'émergence, qui aspire à être une puissance industrielle, doit viser donc, un environnement économique beaucoup plus large. Ça, c'est une vision. Nous savons que les égoïsmes nationaux sont aussi donc, légitimes. Mais nous pensons que nous devons travailler et combattre donc cela pour qu'on arrive à avoir un espace économique qui soit viable. Et je suis sûr que demain, si nous arrivons à cela avec un espace économique qui est viable, dans le moyen terme et à long terme, c'est la Côte d'Ivoire en tant que pays, compte tenu des fondamentaux de notre économie et de notre secteur privé qui sera bénéficiaire. Mais c'est sûr qu'à la date d'aujourd'hui, je comprends que ce déséquilibre en matière de réciprocité puisse donc poser problème. Je peux le dire, à des réunions donc récentes et au dernier sommet de la CEDEAO, le président de la République s'en est fait l'écho vis-à-vis donc de ses pairs. Parce que ce que nous faisons est conforme à ce qui est écrit dans les traités. Mais il faut que tout le monde respecte les traités. Les traités ne peuvent pas être respectés pour donc, les Ivoiriens uniquement ou par la Côte d'Ivoire et de ne pas être respectés donc, par les autres États. Donc moi, ma conviction, c'est qu'on ne doit pas renoncer à cette idée de construction de notre espace économique. Nous devons nous battre et nous devons même assurer un leadership et faire en sorte que ce que l'on peut aujourd'hui voir comme déséquilibre soit corrigé dans les meilleurs délais pour que nous aussi, nous ayons donc des entreprises en Côte d'Ivoire qui ont du savoir-faire, qui puissent aller travailler et apporter leur expertise ailleurs donc dans le continent, et notamment donc dans notre sous-région, la CEDEAO. Alors la SAPH, il y a des dividendes vis-à-vis des planteurs qui n'ont pas été distribués. Mais ça, je vais m'enquérir de la situation. Ce qui est sûr, il faut finir d'exécuter tout ce qui a été donc, prévu dans le cadre des accords qui ont été signés. Et maintenant que vous attirez clairement mon attention là-dessus, au sortir de cette salle, nous allons prendre des dispositions pour que les intérêts des planteurs soient préservés. La réforme de la CEI, je vais dire les choses simplement. Le communiqué était unilatéral, c'est la première chose. Sans trahir de secret, le président Bédié avait même écrit au président de la République sur la question. Le président de la République a répondu. Et dans la réponse, le président de la République a indiqué que comme il l'avait dit lors de leur entretien, la réforme de la composition de la CEI est prévue pour les élections présidentielles. Donc, entre les deux, je crois qu'il n'y a plus de doute
sur ce qui a été dit, puisqu'il y a eu un écrit d'un côté et il y a eu une réponse de l'autre. Je ne pense pas qu'il y ait de... Mais au-delà de ça, parce que je considère que ceux qui ont voulu utiliser le discours du chef de l'État pour dire qu'il a pris un engagement ont mal lu le discours. Parce que dans le discours lui-même, si vous le prenez et que vous le lisez, il est mentionné à l'intérieur, quand on prend l'ensemble du paragraphe concerné, les élections de 2020. C'est mentionné. Au-delà, vous devez savoir que le 18 juillet d'avant, je l'ai dit, le Conseil des ministres avait déjà fixé la date donc, des élections municipales au 13 octobre. Et que les candidatures devaient être reçues 45 jours avant, conformément au code électoral, c'est-à-dire donc, à partir de la mi-août. Et que donc, clairement, ce n'était pas entre le 18 juillet et la mi-août que des discussions avec donc, la classe politique allaient permettre de régler, je dirais, la question de la composition de la CEI. Donc ça a été toujours clair pour le chef de l'État que c'était pour les élections présidentielles. Mais au-delà, je ne vois même pas l'intérêt de ce débat. Parce que, juste une explication, les commissions locales, au niveau sous-préfectoral, au niveau régional, qui sont celles qui vont proclamer les résultats au plan local des élections municipales et régionales qui viennent. La CEI centrale à Abidjan ne fera que recueillir les résultats, mais les proclamations seront faites donc, localement. La composition des CEI locales, c'est 4 personnes de l'opposition, 4 personnes de la majorité. Donc ces élections locales elles-mêmes, la CEI qui compte, ce sont les CEI locales qui vont proclamer les résultats. Donc le débat de la réforme de la CEI centrale est sans objet par rapport aux élections locales. Donc je trouve que c'est tout faire pour créer un problème là où il n'y en a pas. Pour les élections présidentielles, oui, puisque les résultats sont proclamés partout au plan local, sont tous envoyés à Abidjan. Et c'est la CEI centrale à Abidjan qui recense les votes et qui proclame. Alors c'est évident que chacun doit être confortable avec la CEI centrale, dont la composition, je tiens à le rappeler encore, celle d'aujourd'hui, a fait l'objet d'un débat où nous avions eu l'appui au niveau de la classe politique du NDI et nous sommes arrivés à un consensus. Vous devez même noter qu'une ordonnance avait été prise, qu'elle a été modifiée par le chef de l'État pour inclure le FPI, qui a un poste de vice-président dans la commission d'aujourd'hui. Ça, c'est la commission centrale. Mais je veux bien que cette commission elle-même centrale puisse être à nouveau réformée. Mais c'est sans objet par rapport aux élections locales. Puisque le débat de l'élection locale, c'est 4 oppositions, 4 majorités, avec le représentant du préfet ou du sous-préfet qui la préside. Il ne faut pas chercher des problèmes. On a un pays qui a une bonne croissance. On a un pays au plan international donc, qui est respecté. On a des défis à relever, notamment des défis sociaux. On a des défis d'emploi à relever. On a besoin de garder une réputation à ce pays pour continuer de le rendre attractif. Voyez-vous, la compétition entre nous et de beaucoup d'États aujourd'hui, ce n'est pas tant nos performances économiques qui posent problème, parce que sur ça, la majorité des États donc, qui nous entourent, et même bien loin, nos performances sont appréciées. C'est sur la stabilité que les gens se posent quelquefois des questions. Alors, il ne faut pas contribuer inutilement à donner une mauvaise perception du pays, alors que bon, le président prend le 6 août une ordonnance d'amnistie, donne même la possibilité donc, à tous ceux qui sortent de venir participer à cette élection locale. Décide que la CEI sera réformée pour les élections de 2020. Parce qu'il nous faut en 2020 une élection apaisée, comme celle de 2015, pour que les Ivoiriens oublient le traumatisme de l'élection de 2010 et les conséquences de la crise post-électorale de 2011. Il nous faut au moins 2 élections présidentielles apaisées. Nous avons eu la chance d'en avoir eu une en 2015, qui s'est traduite même après par le fait que ceux qui ont perdu ont adressé leurs félicitations au président qui a gagné.
Ce sont ces conditions-là qu'il faut créer en 2020. C'est pour cela que d'emblée, le président dit « Je suis prêt à discuter de la composition de la CEI pour rendre tout le monde confortable. » Parce qu'on veut des élections apaisées. C'est quand on aura des élections apaisées en 2020 où les Ivoiriens vont s'exprimer librement. Ils auront choisi leur futur président de la République. Que ceux qui auront perdu diront « Ah oui, celui qui a gagné, a gagné ». Les Ivoiriens auront confiance et le monde entier saura que la Côte d'Ivoire a fini avec donc, des crises politiques. Comme on sait qu'aujourd'hui, au plan sécuritaire, avec le départ donc, de l'ONUCI, on considère qu'en termes sécuritaires, notre pays a décidé et a la capacité de prendre son destin en main. C'est ça l'enjeu. Je suis malheureux de voir que dans cette atmosphère, il y en a qui considèrent qu'il faut de toutes les manières qu'il y ait un problème. Mais on ne peut pas tout faire pour créer un problème. On a suffisamment de défis à relever ensemble. On ne peut pas tout faire pour créer un problème. Ce n'est pas acceptable. Les enfants en conflit avec la loi, des mesures ont été prises de resocialisation. Un programme spécial a été, je dirais, mis en place. Et je crois que quand même, il faut le dire, il y a eu une baisse qui a été observée. On n'a pas la même ampleur qu'il y a quelques mois. Il faut quand même le reconnaître. Ça ne veut pas dire que le phénomène est éradiqué, mais reconnaissons qu'on n'a pas la même ampleur qu'il y a quelques mois. Mais je peux vous dire que le programme qui est arrivé donc à terme, le président vient de décider, puisqu'il avait été décidé de transférer donc, cet élément au niveau donc, du ministère donc, de la Famille. Peut-être que la période donc, de transition ou de transfert au ministère de la Famille nécessite quelques ajustements, mais des instructions viennent de nous être données par le président sur le plan budgétaire, etc., pour qu'il y ait une bonne continuité donc, de suivi donc, de la question en liaison donc, avec donc, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministère d'État, le ministère de la Défense. Donc c'est une question qui est toujours donc, suivie avec beaucoup d'attention. Et des dispositions continuent d'être prises donc, pour essayer d'éradiquer le phénomène, en tout cas de le contenir donc, au maximum pour avoir le maximum de quiétude au niveau de nos compatriotes, quels que soient les quartiers donc, où ils habitent. Alors pour le gouvernement, de toutes les manières, la consultation du président Bédié ne peut pas relever du Premier ministre. Le Premier ministre, lui, il dépend du chef de l'État et le vice-président. C'est à lui que lui, Premier ministre, il rencontre. Donc c'est ce que j'ai déjà dit. Moi, en tant que Premier ministre, pour la formation du gouvernement, je n'ai eu de compte à rendre qu'au vice-président et au président de la République. C'est ce que j'ai dit me concernant. Et de toute manière, un Premier ministre ne peut pas faire autrement. Il ne va pas aller. Merci. Votre montée en puissance semble contrarier certaines ambitions politiques. Ces derniers temps, on assiste à des attaques violentes à votre endroit sur les réseaux sociaux. Comment vous appréhendez ces attaques? Et est-ce que Amadou Gon Coulibaly est candidat en 2020? Nous avez édifié, pour ne pas dire ébloui, sur le rôle de la commission électorale locale par rapport à la commission électorale nationale. Si on comprend bien ce que vous nous expliqué, c'est donc la commission locale qui est primordiale dans le processus des élections locales. Dans ce cas-là, si cette commission électorale indépendante nationale est inutile, pourquoi ne pas la dissoudre tout de suite à ce moment-là, puisqu'elle ne sert à rien, puisqu'elle ne fait ce n'est qu'une chambre d'enregistrement. À ce moment-là, on peut très bien transférer les résultats au ministère de l'Intérieur, comme ça se fait dans la plupart des démocraties. Ça, c'est la première question. La seconde question porte sur le rapport, ou sur les rapports, parce qu'il y a eu différentes moutures de l'Union européenne, dont on a parlé déjà il y a quelques mois. Concernant le contexte social, vous avez écrit derrière vous que le social est au cœur de votre action gouvernementale. Ça n'a pas l'air d'être tout à fait l'opinion des représentants de l'Union européenne. Dans le rapport que j'ai sous les yeux, chapitre 3, paragraphe 17, on parle de la performance globale et de la croissance dont on nous rebat les oreilles depuis un certain nombre d'années ici en Côte d'Ivoire. À juste titre, effectivement, elle est très forte, cette croissance, et beaucoup de pays européens l'envient. Néanmoins, ce rapport souligne que cette croissance a un caractère très peu inclusif, que les Ivoiriens ne bénéficient pas dans leur niveau de vie quotidien des gains de ce rythme élevé de croissance. Je cite, excusez-moi, je suis un peu long.
et que donc cette répartition est inégale des fruits de la croissance et que ça pose des difficultés à la population. Un peu plus loin, paragraphe 20, concernant les questions de corruption, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance est qualifiée d'inactive, l'Autorité nationale de régulation des marchés manque de moyens et ses dirigeants subissent des pressions. La Cour des comptes, elle aussi, manque de budget, ce sont les termes utilisés par l'Union européenne. Sur ces 2 points, il y en a beaucoup d'autres dans ces chapitres qui sont très critiques vis-à-vis de l'action du gouvernement ivoirien, du vôtre, mais des précédents. J'aimerais avoir votre opinion sur la justification de ces points. Est-ce qu'ils sont, d'après vous, justes ou non? L'amnistie prise par le chef de l'État via une ordonnance, il y a eu des réactions, dont celle du président Ekonan Bédié qui a demandé une loi d'amnistie pour justement ratifier l'ordonnance prise par le chef de l'État. Qu'en pensez-vous? La deuxième préoccupation, il est fait écho par certains cadres, notamment le secrétaire exécutif PDCI, d'intimidation de certaines personnalités anti-RHGP et de certaines personnalités proches du président Guillaume Soro, convoquées souvent par la DST, dans des cas d'intimidation. Monsieur le Premier ministre, qu'en est-il exactement? Depuis un bon moment, il a constaté l'apaisement du front social. Vous avez, avec les partenaires sociaux, signé une trêve. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec cette trêve? Et enfin, concernant le RHDP, vous avez fait l'historique tout à l'heure, mais au bout du compte, avec la publication de la liste électorale, nous avons des candidats, notamment membres du gouvernement, qui sont à la fois parrainés par le PDCI et le RHDP, et des candidats du RHDP qui vont en indépendant, dont le ministre Abina. Monsieur le Premier ministre, quelles sont vos observations sur toutes ces questions? Sur les seuils locaux, je crois avoir été clair. J'ai dit que pour les élections présidentielles, la seuil centrale a un rôle donc important, puisque tous les résultats qui proviennent du territoire national donc, font l'objet de ce qu'on appelle le recensement des votes au niveau donc central. Alors, ça peut être où le ministère de l'Intérieur, c'était le cas avant. Les acteurs politiques ont considéré que pour avoir confiance, qu'il faut qu'ils soient tous représentés dans un organisme. Bon, donc on a aujourd'hui la commission électorale, qui est cet organisme, et au niveau central, on a une représentation. Pour rappel, la composition de la CEI donc centrale, il y a 4 représentants de l'opposition, 4 représentants de la majorité, 4 représentants de la société civile, 4 représentants des ministères, donc qui apportent des éléments. Il y a des problèmes budgétaires, donc c'est important que les ministères liés aux problèmes de ressources soient là. Il y a des problèmes de sécurisation, donc le ministère de l'Intérieur donc est présent, donc, etc. Et un représentant du président de la République. Donc c'est la composition de la commission centrale. Mais au niveau local, j'ai expliqué que vous n'avez pas un représentant de tout cela au niveau donc, local. Au niveau local, c'est 4 représentants de chacun des groupements, opposition et majorité, et le sous-préfet. Et d'ailleurs, le sous-préfet ou son représentant ne préside même pas la commission. Il y a un vote qui a lieu pour décider qui est le président de la commission locale. Ça peut même pas être le président du sous-préfet. Donc c'est important donc, à noter. Donc je vous expliquais simplement que pour les élections locales, à partir du moment où le résultat est proclamé par cette commission locale, il n'y a pas de problème. Mais pour l'élection présidentielle, j'estime que les acteurs ont considéré jusqu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire qu'il fallait être dans une commission donc, électorale. Donc c'est pour cela que le débat de la commission centrale est posé. Dans certains pays, c'est vrai que c'est le ministère de l'Intérieur. Alors vous imaginez si nous prenons ici la décision que c'est le ministère de l'Intérieur, qu'est-ce qu'ils vont dire alors que déjà, je vous explique que pour les commissions centrales, il n'y a aucun problème pour les élections donc, municipales. Alors si on décide, comme dans certains pays, que c'est le ministère de l'Intérieur, c'est peut-être la solution un jour. Mais il faudrait qu'il y ait suffisamment de confiance entre tous les acteurs pour qu'il en soit ainsi. Donc, je ne vois pas de là comment vous estimez que la commission centrale n'a pas de rôle donc, à jouer. Après, c'est un pays, il faut bien que tous les résultats viennent et puis on va les annoncer à la télévision, donc en une fois par un organisme, mais ils n'ont pas de rôle, je dirais, opérationnel au moment du recensement des votes. C'est ce que je voulais vous dire. Mais j'imagine que vous l'aviez aussi compris, mais bon. L'Union européenne, vous savez que bon, notre pays a toujours eu des relations excellentes avec l'Union européenne. Et que même l'Union européenne a été l'un des premiers bailleurs à accompagner la Côte d'Ivoire au sortir de la crise post-électorale.
Bon, après, je dois dire que ces temps-ci, le problème a beaucoup plus été un problème de personnalité propre de l'ambassadeur qui représentait l'Union européenne, donc ici à Abidjan. Ceci étant, pour le conflit ou entre guillemets tel qu'il est apparu même au niveau des médias. Mais maintenant, si vous rentrez dans le fond donc, du rapport, vous avez évoqué la question donc, sociale. Ma conviction, c'est qu'il y a eu des progrès. L'autre conviction, c'est que ce n'est pas suffisant pour absorber l'ensemble de la demande sociale aujourd'hui. C'est une conviction, c'est clair. Et je vous dis que c'est fort de ce constat qu'il y a eu des progrès, mais ces progrès ne sont pas suffisants pour absorber l'ensemble donc, de la demande sociale que le président de la République, solennellement, le 6 août, dit à son gouvernement, soumettez-moi un programme qui renforce notre programme donc, social. Et je dis que le gouvernement que je dirige travaille activement et que dans chaque département ministériel, des travaux sont en cours pour que nous puissions soumettre au chef de l'État ce renforcement du programme social. Je ne vois pas de problème avec ce que vous dites. Alors maintenant, le jugement qualitatif qu'on peut apporter, bon, ça, il peut varier d'une personne donc à l'autre. Si des gens considèrent que quand on a doublé les dépenses pro pauvres, même si on n'a pas donc, atteint tous les objectifs que l'on voulait et que l'on considère que la demande sociale reste forte, on n'a quand même rien fait. Et que la croissance qu'il y a, donc, bon, je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Une croissance économique, ça a du sens. Il y a une classe moyenne en Côte d'Ivoire qui s'est créée, c'est réel, ça se mesure. Au niveau de la structure de l'économie, entre le secteur primaire, secondaire et tertiaire, on voit une évolution avec une part plus importante du secteur secondaire et tertiaire. Ça a du sens donc économique, tout ça. Donc, je ne suis pas d'accord avec, je dirais, le jugement qualitatif tel qu'il est porté. Mais s'il s'agit de dire qu'il y a encore des défis au niveau social, absolument d'accord. Raison pour laquelle j'ai évoqué tout à l'heure l'instruction du chef de l'État et le fait que sur 2018-2020, nous avons décidé de renforcer notre programme social. Une conférence de presse sera certainement organisée lorsque ce programme sera présenté donc, à l'ensemble donc, des Ivoiriens. Dans la dernière rencontre que j'ai eue avec les partenaires techniques et financiers, nous en avons donc reparlé. Et j'ai même dit que nous étions totalement intéressés à toute assistance de leur part pour nous permettre d'avoir le programme social qui soit le plus robuste. Et j'ai donné tout à l'heure donc, des axes de réflexion. Nous devons travailler à voir tout ce qu'on peut réduire au niveau donc, des charges quotidiennes des citoyens. C'est important. Et nous devons également donc, travailler à voir comment on va assurer un meilleur accès à tous les services donc, sociaux, améliorer les conditions d'existence, que là où il n'y a pas d'eau potable, et Dieu sait ce qu'on a fait en matière d'eau potable, qu'il y en ait un peu plus, que nous puissions régler des problèmes d'assainissement, etc. J'ai parlé des filets sociaux en disant que nous allons essayer de nous donner les marges budgétaires, y compris avec nos partenaires sociaux, pour doubler, voire tripler les ménages qui vont bénéficier donc, de ces filets sociaux. Si on part avec, mettons, une moyenne de 7 personnes donc, à l'intérieur des ménages, et que je vous dis que 35 000 ménages en ont bénéficié, vous voyez le nombre de personnes concernées. Et si on passe donc à 100 000 ménages qui bénéficient donc de ces filets sociaux dans 2 ans, et avec 7 personnes par ménage, vous imaginez donc le nombre. Donc tout ça, la couverture maladie universelle, c'est extrêmement important. Et moi, mon idée d'ailleurs, les réflexions que nous avons, c'est que la CMU doit être couplée pour tous les familles qui sont, notamment les indigents, qui vont bénéficier de la gratuité. Il faut faire un lien avec les filets sociaux, qui sont des familles qui vont avoir aussi des revenus. Il faut faire un lien avec la gratuité donc, de l'école. Il faut faire un lien avec la gratuité au niveau donc, de la santé. Il faut mettre en contrepartie à la charge donc, de ses parents la nécessité d'envoyer de manière effective leurs enfants à l'école. Leur dire aussi qu'il faut que les enfants soient vaccinés, etc. Il faut un vrai package qui fasse sortir une frange de la population d'un état de pauvreté et qui laisse donc entrevoir que sur le terme, on aura donc des grappes entières de population qui vont sortir donc de la pauvreté. C'est toutes ces réflexions qui sont
en cours. Je sais que, par exemple, au niveau du secteur de l'électricité, nous avons donc lancé une vaste opération de lutte contre la fraude sur la consommation d'électricité, qui va générer au niveau donc, du secteur de l'électricité des ressources supplémentaires. Nous pouvons discuter avec la CEI, avec le ministre donc, de l'Énergie, pour voir, même s'il y a un déséquilibre au niveau du secteur, mais est-ce que l'on peut partager donc, cette ressource donc, supplémentaire et peut-être décider de baisser donc, le tarif de l'électricité pour les plus défavorisés. Donc, il y a des réflexions qui sont en cours. Alors, ce programme sera présenté le moment venu donc, aux Ivoiriens. Donc, je considère que c'est sur toutes ces questions que nous travaillons. Et donc, nous sommes conscients qu'il y a des efforts à faire et nous travaillons donc là-dessus pour que donc, la croissance soit plus inclusive, etc., etc. La corruption, alors, moi, bon, vous avez la haute autorité pour la bonne gouvernance dont on note bien une bonne accélération au niveau je dirais, de l'activité, puisqu'ils ont aujourd'hui une quinzaine de dossiers qui ont été transmis au procureur de la République. Et ce sera continu. Je note aussi, et vous devez le noter, que dans son discours à la nation, le président de la République avait bien dit aussi très clairement qu'il allait renforcer la lutte contre la corruption. Nous avons aujourd'hui des exemples qui sont donc en cours, et ma conviction, c'est que tout ça va se renforcer. Alors les outils, la Cour des comptes vient d'être mise en place, mais des moyens lui seront donnés. D'ailleurs, il vient d'être soumis, je crois que le ministre de la Justice doit faire réunir le Conseil supérieur de la magistrature pour la nomination des vice-présidents donc, de la Cour des comptes. Donc elle sera opérationnelle et fera donc son travail avec efficacité. Concernant la LRMP, cette autorité a fait un bon travail. Nous en tenons donc compte dans les réformes qui sont en cours. Et je ne suis pas d'accord sur la manière dont les choses sont formulées. Mais s'il s'agit de dire simplement que nous avons des progrès qui sont indéniables, mais qu'une demande sociale reste forte et qu'il faut la satisfaire, ben c'est ce que j'ai dit dans mon propos liminaire et je vous réaffirme et nous aurons l'occasion d'en reparler lors de l'exposé sur ce programme social. Alors, une ordonnance a été prise pour l'amnistie. Constitutionnellement, lorsqu'une ordonnance est prise, dans l'année où elle est prise, il faut qu'elle passe à l'Assemblée nationale. Donc ce circuit sera respecté pour l'ordonnance qui a été prise concernant la libération donc, des prisonniers donc, de la crise post-électorale. Donc là, il n'y a pas de... Je ne vois pas quel est le problème exactement. Les intimidations, en tout cas, moi, je ne vois pas d'intimidation. Hein. Celui qui a posé la question dit lui-même que, pour parler des candidats RHDP, qu'il y a des indépendants, le PDCI, il a même cité mon frère Abina. Alors, il y a des RHDP PDCI, il y a des RHDP qui n'avaient même pas été retenus par le PDCI pour aller... Il y a des RHDP qui avaient été retenus. Bon, ça montre bien la diversité et la liberté que chacun a eue. Donc, je ne vois pas la pression. Voilà, bon. Il y en a qui sont candidats, d'autres ne le sont pas. Bon, je ne sais pas. Moi, je ne vois pas de pression. Je vois au contraire avec ça que chacun a choisi librement ce qu'il considérait comme étant, sans qu'il y ait de problème. La preuve, nous sommes tous ensemble, ils sont tous là, nous sommes tous ensemble et nous allons continuer d'être ensemble, donc il n'y a pas de problème. Et en tout état de cause, je l'ai dit, la place du PDCI, RDA, est dans le RHDP, n'est-ce pas? Oui, c'est là-bas la place. Ouais, voilà. J'avais demandé où on en est au niveau de l'accord de la trêve sociale, mais ça se passe très bien. Nous tenons nos engagements de mémoire, pas une mémoire d'éléphant, hein, mais de mémoire, je crois qu'on a dû payer à la date d'aujourd'hui 28 milliards, parce qu'on avait un calendrier.
d'appurement de cette dette sur 8 ans. Et pour cette année, nous sommes actuellement à 28 milliards de paiements et je crois savoir que nous avons une dizaine de milliards encore à payer pour l'année 2018. Ça fera 38 milliards de francs CFA qui auront été payés, je crois, contre un objectif initial de 34. Bon. Donc on est en ligne au niveau du gouvernement, nous tenons nos engagements. On a même mis en place un comité de suivi de la trêve sociale et on aura même une cérémonie officielle pour formaliser ce comité de suivi. Moi, je considère que ça se passe plutôt bien. Alors, de temps en temps, on assiste ici et là, quelquefois, des revendications, mais c'est normal. Une trêve sociale, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème à débattre. Mais ça veut dire que nous avons décidé d'avoir un cadre pour débattre donc, des problèmes. On décide de ne plus faire de grève générale, etc. Mais on a un cadre pour débattre de ces problèmes. Et je sais que dans plusieurs ministères, ces débats ont lieu au quotidien. Je vois le ministre de l'Enseignement supérieur et la ministre de l'Éducation nationale. Bon, ben, chez eux, il y a une activité naturelle sur ces questions. Mais bon, les choses se passent plutôt bien. Je ne sais pas si c'est une invitation à me présenter, mais le problème n'est pas là. Je vous ai expliqué un programme tout à l'heure. Je peux vous dire que ce programme, il est prudent. Hein? Travailler sur le programme social. Arriver à le faire mettre en œuvre. Continuer donc à maintenir la dynamique de croissance que nous avons. Travailler activement à améliorer l'environnement des affaires. Avoir un partenariat avec le secteur privé qui est actif. Ça fait beaucoup de travail. Et moi, la mission que le président m'a confiée, c'est d'être Premier ministre et de mettre en œuvre le programme pour lequel il a été élu. Je m'attelle à ça, j'essaie de le faire le mieux que je peux. Voilà, moi, mon programme. La Côte d'Ivoire est un pays agricole par excellence qui tire l'essentiel de ses recettes de ce secteur. Il se trouve que depuis un moment, il y a certaines filières, non des moindres. Le cacao, l'anacarde et puis le VA connaissent des difficultés dues à la mévente, surtout ou à la baisse des coûts sur le marché mondial, et sans que les instances de régulation mises en place ne puissent intervenir pour y remédier. Comment réagissez-vous devant une telle situation que certains analystes économiques imputent à la malgouvernance qui gangrène un peu, selon eux, tout le secteur? Alors, c'est vrai que certaines filières, particulièrement, je pense, l'EVA, ont des difficultés aujourd'hui. L'autorité de régulation du secteur EVA et palmier à huile n'est pas encore mise en œuvre, donc on ne peut pas l'accuser de mauvaise gouvernance. Bon, donc ça, le texte est passé. Je pense que dans les prochaines semaines, il sera procédé à la nomination du directeur général de la dite autorité, après la mise en place de cotisations professionnelles, etc., et qui permettront d'alimenter donc, cette autorité, la faire fonctionner. Bon, donc l'autorité pour l'EVA et le palmier à huile n'étant pas encore mise en place, il n'y a pas de... Mais il y a une interprofession, il y a pas mal de structures qui fonctionnent. Mais le problème, c'est que les cours au niveau de l'EVA sont bas et que les usines, donc aujourd'hui, ont du mal à absorber, donc, compte tenu de cela, donc, la production donc, d'EVA. Et ça pose des problèmes. Nous avions trouvé un palliatif qui était de permettre une exportation de fonds de tasse, ce qui donnait une possibilité de pouvoir régler en partie ce problème. Mais il se trouve que malheureusement, les fonds de tasse, du point de vue de la qualité du produit, posent problème, des problèmes d'humidité, etc. Alors, on est en train de travailler pour que les usines puissent reprendre la production au niveau des producteurs, de voir au niveau de ceux qui exportent les fonds de tasse les conseils qu'ils doivent donner aux producteurs pour qu'on ait des fonds de tasse qui soient en termes de qualité, donc de meilleure qualité, pour pouvoir
autoriser ces exportations exceptionnelles. Donc il y a un vrai problème. Le dossier est actuellement donc sur la table du gouvernement et nous sommes en train d'y travailler en liaison avec les professionnels. Le cacao, il y a eu une crise. Aujourd'hui, les cours avaient connu un bon redressement. C'est moins le cas aujourd'hui. Mais la situation n'est pas au niveau du cacao la plus difficile maintenant. La situation la plus difficile, nous l'avons connue par le passé. Donc sur le cacao, ce n'est pas exact. Ce que vous dites était un commentaire valable il y a un an. Aujourd'hui, la situation est moins difficile, mais des initiatives sont prises sur la question de la transformation à nouveau, en liaison avec le Ghana. Et j'ai bon espoir d'ailleurs que de la fixation des prix pour les campagnes donc à venir, que nous pourrons le démontrer en montrant qu'il y a un léger mieux. Donc sur le cacao, ce n'est pas totalement exact. On a un problème spécifique qui est la faillite de SAF Cacao. Mais sur la faillite de SAF Cacao, des discussions sont en cours pour éviter que l'économie locale de San Pedro ne puisse trop en pâtir. Sachez que les salariés de SAF Cacao sont toujours payés et que l'idée, en tout cas, c'est de tout faire pour que le liquidateur trouve un repreneur qui permette une continuité d'activité et que nous puissions faire la liquidation en pouvant désintéresser également tous les créanciers, y compris les banques. Et on sait que pour les banques, c'est un sujet, puisque la dette relève à environ 160 milliards de francs CFA. Mais je vais rappeler que pour l'État lui-même, à la caisse Café Cacao, SAF Cacao doit environ 80 milliards de francs CFA, ce n'est pas peu. Et à l'État, au niveau du DUS, etc., doit environ 25 milliards. Donc c'est quand même un vrai sujet et donc nous devons donc y travailler. Mais sachez qu'on y travaille pour éviter une cessation d'activité, parce qu'on sait que SAF Cacao est important pour l'économie locale de San Pedro. Deuxièmement, sachez que le personnel est à la date d'aujourd'hui encore payé. Et je crois que la question pourra trouver solution avant donc, la prochaine donc, campagne. Pour l'anacarde, c'est vrai que nous avons eu une baisse du prix donc, de l'amande qui a conduit à une baisse des prix d'achat, même les contrats qui étaient conclus avec les opérateurs, notamment vietnamiens. Ils ont eu du mal à les exécuter vis-à-vis des opérateurs nationaux parce qu'eux-mêmes, au niveau des prix de l'amande, avaient des prix qui avaient chuté. Ils ont tenté de répercuter aux opérateurs locaux avec la baisse que ça induisait au niveau donc, des paysans. C'est pour cela qu'on est descendu quelquefois jusqu'à 200-300 francs donc, le kilogramme contre des niveaux bien plus élevés donc, avant. Mais en moyenne, pour le point qui nous est fait maintenant, nous sommes quand même à un prix moyen au niveau de la campagne en cours qui est entre 500 et 550 en moyenne, en tenant en compte des prix au début de la campagne et des prix maintenant. Nous sommes aujourd'hui à près de 730 000 tonnes, près de 730 000 tonnes d'anacarde qui ont été produits cette année. Notre déception est peut-être le niveau de transformation que nous avions souhaité cette année. En valeur absolue, on a une augmentation, puisque d'environ 60 000 tonnes transformées l'année dernière. Cette année, on est déjà à 80, on espérait autour de 100 000 tonnes. Mais je crois qu'avec le projet Beurre d'Enclave que nous avons conclu avec la Banque mondiale, je crois aussi qu'avec toutes les discussions avec le secteur bancaire, qui va être habitué un peu plus aux sûretés qu'on peut lui donner par rapport à la filière donc à la carte, moi j'ai confiance que pour la campagne 2019 et la campagne donc 2020, nous allons atteindre des niveaux de transformation de l'anacarde qui seront conformes à nos objectifs, avec toute l'incidence que ça va avoir, notamment sur les emplois notamment des femmes, donc, etc. C'était un rendez-vous que nous devons répéter. Je trouve qu'entre le 14 février et aujourd'hui, il s'est écoulé trop de temps. Nous allons essayer de faire en sorte que ce rendez-vous avec la presse puisse être à des périodicités plus courtes,
pour pouvoir aller quelquefois dans le fond de certains sujets, pour les restreindre à des sujets spécifiques. Et si je voulais résumer, c'est dire que nous pensons que notre pays est fondamentalement donc sur une bonne voie, que les fondamentaux économiques du pays sont réellement solides. Mais naturellement, nous avons des défis à relever. Parmi ces défis, nous avons des défis sociaux extrêmement importants à relever. Et nous voulons le faire avec détermination. Et c'est l'orientation qui nous est donnée par le chef de l'État. Mais nous voulons le faire en préservant tout l'équilibre général au niveau macroéconomique. Mais pour que tout ça fonctionne, on a besoin d'une Côte d'Ivoire en paix. Et je voudrais vraiment, à la limite, supplier l'ensemble des acteurs politiques pour que nous ayons un consensus donc minimum en nous disant qu'on veut quand même que notre pays marche, qu'on veut améliorer les conditions de vie de nos compatriotes, les Ivoiriens. Il faut qu'on ait un consensus minimum là-dessus. Et que notre débat se situe au niveau de savoir qu'est-ce que chacun pense faire pour atteindre cet objectif. Et que pour ceux qui sont dans l'opposition à un moment donné, qu'ils disent à ceux qui gouvernent, mais vous n'en faites pas assez, mais nous, voilà ce que nous pensons que nous devons faire, ou qu'ils critiquent des mesures en disant ça ne va pas dans ce sens-là. Mais que quand une décision comme celle que le chef de l'État a prise, de faire une amnistie pour 800 personnes, qu'aujourd'hui, tout le monde peut rentrer et noter que tous les comptes bancaires ont été dégelés, conséquemment. Je trouve qu'il n'y a pas de raison de tout faire pour créer un problème ou une crispation artificielle. Allons aux élections en paix, laissez les Ivoiriens se prononcer. Le dialogue politique, nous allons le reprendre pour préparer les élections de 2020. Et je vous assure, il faut une élection apaisée en 2020. Il faut qu'en 2020, celui qui a gagné a gagné. Que ceux qui n'ont pas gagné puissent donc féliciter, comme en 2015, celui qui aura gagné. Il faut qu'on revienne à un système apaisé. Ça apaisera les Ivoiriens, ça leur donnera une confiance définitive dans ce qu'ils sont sortis du traumatisme qu'ils ont vécu en 2010-2011. Et dans toutes les enceintes internationales, dans tous les débats que nous pourrions avoir avec les investisseurs, la problématique de la stabilité de la Côte d'Ivoire se retrouvera subséquemment définitivement réglée. Notre score CPI au niveau de la Banque mondiale va monter. Ça va nous donner une opportunité de mobilisation, de financement encore plus important pour la Côte d'Ivoire, donc pour travailler à l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. C'est ça l'enjeu. Et c'est à cela que je voudrais inviter toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens. Je vous remercie pour votre présence.